Bonjour à tous, téléspectateurs d'Event News TV. Merci pour votre fidélité. Nous sommes ce matin avec M. Guy Laberty. M. Guy Laberty n'est pas un inconnu, mais nous allons toutefois le présenter. Bonjour M. Guy Laberty. Bonjour. Alors M. Guy Laberty, je le disais tantôt, est ancien délégué national à l'Afrique du Parti Socialiste de 1993 à 2006. Il a passé 13 ans dans cette fonction, ce qui fait qu'il est désormais très averti des questions africaines. C'est un peu un cumul de mandats dans le temps. Voilà, ensuite, aujourd'hui, M. Guy Laberty est adjoint au maire de Vitry-sur-Seine et surtout auteur de plusieurs livres dont les plus connus sont Adieu Abidjan-sur-Seine, les coulisses de la crise ivoirienne, le conflit ivoirien. Voilà, le conflit ivoirien, tout ce qu'il y avait, tout ça, et puis Côte d'Ivoire sur le sentier de la paix, un autre livre aussi qui parle de la Côte d'Ivoire, et puis enfin Ibni, une vie politique assassinée au Tchad, un livre qui parle de ce qui a été l'itinéraire d'Ibni Omar Mamad Saleh, qui en fait a été assassiné en 2008 par les sbires du président tchadien Idriss Déby Itno. Merci M. Guy Laberty, merci de nous avoir fait ces précisions. Alors ce matin nous allons parler précisément du Burkina Faso, le Burkina Faso qui occupe aujourd'hui l'actualité politique, et Blaise Compaoré est parti du pouvoir le 30 octobre dernier sous la poussée de la rue. Alors quelle est la première lecture que vous faites de ce départ pour quelqu'un qui a passé 27 ans au pouvoir, mais surtout qui est considéré pour les uns comme un faiseur de paix, mais pour les autres comme le plus grand déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest? Oui, vous avez raison de présenter cette situation comme cela. Je crois qu'en effet, Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir en 1987 sur la base d'un coup d'État, avec d'ailleurs l'assassinat de Thomas Sankara, qui est devenu une sorte de mythe en Afrique, jeune militaire révolutionnaire, et évidemment grandi par les conditions de sa mort, tragique. Et Blaise Compaoré, après, a exercé le pouvoir pendant 27 ans, mais s'est aussi débarrassé du commandant Lingani, du capitaine Zongo, qui ont été exécutés en septembre 1989 au regard d'un coup d'État dont les conditions ne sont pas très claires. Et lui-même, quand on lui a demandé pourquoi ils avaient été exécutés, il a répondu à l'époque qu'il dormait dans la nuit. Voilà, donc ça donne déjà une idée du personnage qui s'est quand même, après, astucieusement maintenu au pouvoir, et aussi par la force, en modifiant la Constitution. Et disons que là, la dernière modification envisagée, qui pouvait lui laisser espérer rester 15 ans au pouvoir de plus, a échoué. C'est vrai que c'est un homme qui est encore jeune, puisqu'il est né en 1951. Et il a effectivement marqué l'histoire du Burkina, mais aussi il a été une personnalité sur l'ensemble de l'Ouest africain. Il est souvent présenté comme un médiateur des crises, mais ce sont souvent des crises qu'il a lui-même allumées. Donc je dirais, sans vouloir être excessif, que c'est un petit peu le pompier pyromane. On l'a vu évidemment pour la Côte d'Ivoire en particulier, mais également sur la Guinée, au Mali par exemple. Au Mali. Enfin, si vous voulez, son rôle par rapport à la médiation, par rapport au Nord, peut être analysé de façon différente. Certains vous diront qu'il a vraiment été très positif, d'autres vous diront que parfois le Burkina arrivait à obtenir des résultats parce qu'effectivement ses liens avec les divers mouvements au nord du Mali n'était peut-être pas aussi indifférent à la solution. Il y avait quand même certaines complicités. Mais enfin, c'est pas le sujet de l'émission, mais je me résumerai à dire que c'est essentiellement un homme qui a régné par la force militaire, qui avait une culture militaire, et donc très peu ouvert à l'hypothèse d'une évolution démocratique de son pays, et deuxièmement, dans la sous-région, une volonté d'exister à travers une pratique, je dirais, de pompier pyromane. Et moi, j'ai toujours été persuadé que, par rapport à la Côte d'Ivoire, il souhaitait avoir à la tête de ce pays un homme avec qui il était en parfait accord, ou du moins qu'il pouvait, je ne vais pas dire contrôler, mais avec lequel il était en parfaite complicité. Et l'histoire a bien montré qu'il n'avait pas d'accord avec le président Gbagbo, et notamment
notamment autour de l'approche du Libéria. Là, c'est quand même quand le président Gbagbo lui-même était encore opposant, et je crois qu'effectivement, il me l'avait dit d'ailleurs en août 2000, tu sais que je suis un ami de Laurent, avait-il dit. Il faisait référence aux aides qui avaient été apportées à l'époque de la clandestinité, mais c'est Ouattara qu'il faut à la Côte d'Ivoire, à la sous-région. Il m'a dit ça en août 2000, ça aide à comprendre tout ce qui s'est passé après. Justement, ça aide à comprendre, mais vous êtes du Parti Socialiste. François Hollande a-t-il eu raison d'exfiltrer Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire? De toute façon, vous voyez que François Hollande était au Canada, et je dirais que c'est par anticipation qu'il a dit que la France avait contribué à l'exfiltration de Blaise Compaoré. Peut-être c'est pour ça que Blaise Compaoré aussi a mis quelques heures avant d'annoncer la vacance du pouvoir. La Jeune Afrique qui est sortie ce matin révèle à peu près le schéma, à savoir un hélicoptère ami, comme on dit, qui emmène Compaoré sur l'aéroport de Fada et le départ vers Yamoussoukro. Je dirais que c'est un terrible pied de nez de l'histoire où finalement celui qui a beaucoup contribué à déstabiliser le président Gbagbo et à installer Alassane Ouattara au pouvoir, en tout cas en soutenant une rébellion qui a roulé pour Alassane Ouattara, en particulier conduite par l'actuel président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Eh bien aujourd'hui, je dirais que Blaise Compaoré se retrouve à Yamoussoukro, dans les lieux mêmes, la Villa des Hôtes, où le président Gbagbo résidait lorsqu'il était à Yamoussoukro. C'est un terrible clin d'œil de l'histoire. Alors, ceux qui refusent qu'il reste en Côte d'Ivoire disent que, vu qu'il a de nombreux cadavres dans le placard, je vais parler du président Blaise Compaoré, est-ce que le fait qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire, dans cet exil doré, ne va-t-il pas échapper à la justice? Ça, c'est une autre affaire. Je vous dis, je ne sais pas si son exil se prolongera très longtemps en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Alassane Ouattara ne pouvait pas faire moins que de dire qu'il pouvait rester là autant qu'il voudrait. C'était aussi une façon de répondre à la secrétaire générale du FPI qui avait protesté contre cette présence pour le moins encombrante en Côte d'Ivoire et particulièrement provocatrice à l'égard d'une bonne partie du peuple ivoirien. Donc je pense que après, pour ce qui est de la justice, je connais l'homme, il est suffisamment astucieux pour trouver un endroit où effectivement la justice n'ira pas vraiment l'inquiéter. On voit que M. Ben Ali en Arabie Saoudite s'en sort pas mal. Il y a aussi d'autres pays, mais enfin moi, je pense qu'il serait tout à fait légitime qu'il soit jugé. Lui-même avait été extrêmement sévère vis-à-vis du président Gbagbo et dès 2002, eh bien là, on va voir, parce que cet homme a quand même été responsable de beaucoup d'assassinats dans son pays, même s'il estime qu'à l'époque où certains hauts gradés officiers supérieurs de l'armée burkinabé étaient liquidés, il a toujours dit qu'il dormait, reconnaissant ainsi ses responsabilités. Donc je dois dire qu'effectivement son parcours est quand même échelonné de suffisamment d'événements tragiques et également son implication très forte au Libéria, en particulier auprès de Charles Taylor. On a vu comment Charles Taylor finalement avait été coincé par les affaires de Sierra Leone. Je crois qu'aujourd'hui, si les gens voulaient véritablement au sein de la communauté internationale, en laquelle je ne crois pas beaucoup d'ailleurs elle n'existe pas, elle impose ses pions, mais enfin, Blaise Compaoré est intervenu par rapport au Libéria, indirectement par rapport à la Sierra Leone. Également, il a soutenu Jonas Savimbi par rapport à la situation en Angola. Je pourrais multiplier les exemples. Les exemples sont légion. La femme, l'épouse de Thomas Sankara exige, par exemple, qu'il soit traduit en justice. Alors, est-ce que la France, qui a réussi à le ramener à Yamoussoukro, pourrait, par exemple, aider à ce que la justice soit faite, à votre avis? On peut toujours en rêver, mais quand on voit quelle a été la politique officielle de la France, à savoir comment Blaise Compaoré s'est aussi d'une certaine façon mis au service de la France pour déstabiliser le régime de Laurent Gbagbo, je crois que
même si ceux qui se prétendent défenseurs des droits démocratiques et défenseurs des droits de l'homme agissaient en ce sens réellement, bien sûr qu'ils pourraient contribuer à ce qu'il soit poursuivi, mais vous voyez bien que dans l'affaire même de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on a une justice tout à fait unilatérale, une justice des vainqueurs, et cela n'a pas l'air du tout de troubler les principaux responsables français, puisque le président Hollande a dit le 17 juillet dernier, je crois, lors de son passage en Côte d'Ivoire, qu'il croyait en la justice internationale. Moi, j'ai la faiblesse de ne pas y croire. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une faiblesse, puisque je constate que décidément, il n'y a de victimes que d'un côté, et j'ai assisté à certaines audiences à La Haye, et je me suis rendu compte que les seules victimes qui étaient défendues par la personne qui s'occupe des victimes étaient toutes issues du Nord, donc il semble qu'il y ait des Ivoiriens qui soient morts sans être des victimes aux yeux de la communauté internationale. Merci M. Guy Laberty. Les militaires qui ont pris le relais à la suite de Blaise Compaoré n'inspirent pas confiance. Vous qui avez travaillé pour l'Afrique, est-ce que cela vous inspire? Écoutez, d'abord, cela m'inspire qu'on n'y voit pas très clair dans ce qui se passe réellement. Vous avez vu que d'abord ça a été une formidable insurrection populaire qui a contraint le président Compaoré à finalement, au bout de quelques heures, dire bon, enfin une journée, il y a vacance du pouvoir. À ce moment-là, le chef d'état-major des armées, qui est le général Honoré Traoré, a attendu cette déclaration du chef de l'État pour dire que désormais il prenait les affaires en main. Et très peu de temps après qu'il ait annoncé cela, en fait, il a été mis en résidence surveillée pendant 36 ou 48 heures, je n'ai pas tous les détails, et on nous a dit, donc le lieutenant-colonel Zida a fait sa propre déclaration en disant « Non, c'est moi ». D'ailleurs, je ferai remarquer au passage que le lieutenant-colonel Zida, lui, il est allé plus loin, il a suspendu la Constitution, ce que n'avait pas fait le chef d'état-major. Et au plan médiatique, on nous a expliqué que finalement, le chef d'état-major, général Honoré Traoré, était très proche du président et que c'est pour ça que le lieutenant-colonel Zida, fidèle à la rue, était apparu. Ça, c'est un conte à dormir debout. En réalité, le lieutenant-colonel Zida vient en dessous de Djendjéré dans la sécurité présidentielle, et c'était même l'opérationnel. Et c'est un secret de polichinelle que de dire que le lieutenant-colonel Zida a été un des principaux acteurs de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, où il a totalement soutenu au plan logistique et au plan stratégique les forces nouvelles de Guillaume Soro. Donc en fait, je dirais que le lieutenant-colonel Zida a véritablement protégé le palais jusqu'à la sortie de Blaise Compaoré. Et d'ailleurs, c'est dans ces endroits-là qu'il y a eu des morts, les seuls morts. Et il y a également eu un mort devant la villa du frère du président. Et là, les gens qui ont tiré, c'était des gens de la sécurité présidentielle. Alors c'était une curieuse façon de montrer leur solidarité avec la rue. En réalité, le lieutenant-colonel Zida est réapparu aux côtés plus tard de Djendjéré, qui est le général Djendjéré, qui est apparu dans les heures qui ont suivi, parce que ça aurait été un petit peu gros que ce soit lui-même qui fasse les choses. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est là un petit peu pour vider les armoires, mais il y a une telle pression que il joue un jeu où il dit oui, nous acceptons de rendre le pouvoir. Je le souhaite pour le peuple burkinabé, mais aujourd'hui les choses sont encore confuses. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est qu'on nous a raconté des histoires à propos de la proximité du général Traoré, du président... à vous entendre, le général Traoré était vraiment le moindre mal. Le général Traoré était un chef d'état-major, donc il est militaire, il assume ses fonctions. En tout cas, ce que je peux faire observer, c'est qu'il n'a pas fait tirer sur la foule, ça c'est un premier point, et il avait été mis à l'écart, enfin si j'ose dire, dès 1989 par le président Blaise Compaoré, qui lui a fait quand même occuper les fonctions de directeur des sports et de la culture de l'armée pendant plus d'une douzaine d'années, et il n'est revenu, je dirais, en grâce qu'autour de 2011, à un moment où les hommes de troupe
de l'armée du Burkina ne voulaient plus à leur tête de ce qui s'appelait des généraux pourris. Et je crois que cela explique la réémergence de ce chef d'état-major qui a eu une conduite républicaine. Merci beaucoup, M. Guy Laberty. Je dirais que je considère qu'il y a eu plutôt un coup d'état militaire de palais à travers l'émergence du lieutenant-colonel Zida. La chute de Blaise Compaoré, est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que ça peut avoir l'effet boomerang sur les autres chefs d'État qui s'accrochent encore au pouvoir sur le continent? Moi, je suis très prudent sur cette hypothèse. Bien sûr que ceux qui sont tentés, ils sont nombreux de modifier leur constitution, auront cet élément de plus dans leur analyse, mais les situations politiques sont tout à fait différentes. On apprend par exemple que le président du Bénin désormais accepte des partis à la fin de son mandat. Oui, mais le Bénin, il avait des vérités, c'est un peu particulier puisque même Mathieu Kérékou a été un peu tenté une fois. Je veux dire qu'il y a une très forte pression de la société civile. La situation est différente par rapport au Bénin, d'accord, mais bon, dans les deux Congos, la situation est très différente. Je ne parle pas évidemment du Rwanda. Donc, ça va dans le sens de l'histoire, mais ce n'est pas parce que ça a réussi au Burkina que ça va, et encore, la situation n'est pas encore réglée au Burkina, hein. On est dans les négociations, etc. Ça ne veut pas dire que cela se passera automatiquement comme ça dans les deux Congos, le Rwanda ou d'autres pays. Si vous le permettez, on va continuer cet entretien en parlant de la Côte d'Ivoire, un pays que vous connaissez très bien. Je disais tantôt que vous avez écrit des ouvrages sur la Côte d'Ivoire. Oui. Et la Côte d'Ivoire, l'actualité aujourd'hui, c'est celle qui concerne le président Laurent Gbagbo, qui est détenu à la CPI. Deux événements majeurs l'ont presque frappé, le décès de sa génitrice et surtout le refus de la CPI de le laisser venir assister aux obsèques de sa mère. Alors vous qui le pratiquiez à l'époque, quelle interprétation première vous pouvez faire de ce refus de la CPI? Moi, vous dites, vous le pratiquez à l'époque, disons que moi, je continue de rencontrer le président Gbagbo à La Haye. J'y suis allé à de très nombreuses reprises, le 30 septembre pour la dernière fois, mais j'irai dans les prochains jours. Et donc, par rapport au décès... Pendant que vous y êtes, comment est-ce qu'il a accueilli la nouvelle et... Là, je ne peux pas vous dire tous les détails parce que de toute façon, les communications ne sont quand même pas quotidiennes. Pour le décès de sa mère, beaucoup ont d'abord fait un parallèle avec Bemba qui avait pu sortir du centre pénitentiaire de La Haye en fait pour aller à Bruxelles. Il est évident que la CPI en n'autorisant pas cela, a fait une belle manière à Alassane Ouattara, parce que si elle avait autorisé cela, je vois mal Alassane Ouattara accepter que le président ivoirien aille sur le sol même ivoirien, parce que je crois même que ça aurait pu être l'ouverture à un établissement du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, même si sa volonté n'était pas telle, etc. Mais c'était ce qui aurait pu se produire. Et je crois que je ne pense pas que le président Gbagbo en politique, en fin politique, ait pu imaginer que l'actuel président ivoirien ferait, je dirais, cette fleur politique, alors qu'au fond c'était... moi je me souviens que j'ai présenté à Alassane Ouattara mes condoléances pour la mort de sa mère. Je constate que de toute façon la dimension humaine ne semble pas beaucoup exister en politique, et c'est ce que je peux vous dire à ce sujet. Ensuite, deuxième actualité concernant le président Laurent Gbagbo, c'est qu'il s'est dit, et c'est pas nous qui le disons, c'est son fils qui a déposé sa candidature pour la présidence de son parti, le FPI. Est-ce que vous êtes informé de cela? Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, j'en suis tout à fait informé, et j'ai pour habitude de ne pas trop m'immiscer dans les affaires internes du FPI. Je crois d'ailleurs c'est ce qui a garanti la pérennité de ma relation au président Gbagbo, que j'ai quand même croisé en juin 1982, donc ça fait quand même maintenant 32 ans. Et dans la pratique politique, je crois que c'est un homme qui est très
jaloux de l'autonomie, de la souveraineté et de son peuple, de son parti, etc. Donc moi ce que je peux dire comme analyste, alors là, vu de l'extérieur, que cette proposition pourrait, si vous voulez, garantir l'unité du Front populaire ivoirien, parce que je crois que ce qui est essentiel à l'heure actuelle dans l'évolution politique de la Côte d'Ivoire, c'est que ce parti d'opposition, qui historiquement a amené le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire, doit rester uni. Ce qui serait une vraie catastrophe, c'est que ce parti puisse exploser au nom de divergences en son sein. Je crois que, évidemment, les acteurs sur le terrain continueront véritablement de gérer au quotidien les affaires du FPI et de le conduire, mais je crois que cette candidature est un symbole, parce qu'on a voulu écarter artificiellement le président Gbagbo du champ politique ivoirien, et on voit bien qu'il y est toujours présent. Moi j'ai été de ceux qui ont dit dès le 11 avril 2011 que la Côte d'Ivoire ne se réconcilierait qu'avec Laurent Gbagbo vivant et libre. Et on constate plusieurs années après que cette réconciliation ne se fait pas véritablement, parce qu'il y a cette blessure qui ne se referme pas. Et je crois qu'aujourd'hui, quand symboliquement le fils du président propose que son père soit à la tête du FPI, c'est un symbole fort qui a surtout le souci de préserver l'unité du Front populaire ivoirien. Vous parlez d'explosion au sein du FPI, vous ne voulez pas vous initier dans les affaires du FPI, mais vous avez parlé d'implosion, d'explosion. Est-ce que vous ne craignez pas que ça arrive avec la position du président Afi, qui dirige actuellement le FPI et qui dit que c'est pas bon pour Laurent Gbagbo de briguer la présidence de son propre parti? Bon, moi, si vous voulez, vous ne m'amènerez pas sur le terrain de me situer dans les conflits internes au FPI. Je vous dis que moi, en tant que militant de gauche, je pense que la priorité qui doit être dans la tête de tous les militants du FPI, c'est l'unité du parti. Je sais que c'est très douloureux. Moi-même, j'appartiens à un parti qui s'est divisé. Là, il y a des conflits, des affrontements internes au FPI qui est dans l'opposition. Nous-mêmes ici, alors que le Parti Socialiste est au gouvernement, le Parti Socialiste n'est pas exempt de conflits qui vont très loin, et donc je serais bien mal placé pour donner des leçons, mais en tout cas, ce que je tiens comme le principe absolu que tous les militants du FPI se doivent de respecter, c'est de préserver l'unité de leur parti, quel qu'en soit il faut effectivement faire les concessions nécessaires pour que cette unité soit maintenue. En prenant le pouvoir, le président François Hollande parlait de la France-Afrique. Au passé, pour lui, la France-Afrique, c'était quelque chose à complètement bannir. Mais aujourd'hui, on n'est pas trop sûr qu'il soit sur cette piste. Si vous voulez, ce que vous aurez constaté, c'est une évolution au niveau des discours. Maintenant, entre les discours et la pratique, il y a parfois un monde. Et si je dois dire que, en tant que responsable socialiste, ancien responsable socialiste sur ce secteur-là, j'ai pu être sensible à l'évolution des discours. Par contre, dans les pratiques, j'ai vu très peu de changements. Et ce qui aujourd'hui me fait le plus mal, c'est que j'ai le sentiment que ce sont véritablement les militaires, l'état-major militaire, le chef d'état-major particulier de François Hollande, qui est le général Puga, qui fait la politique de la France en Afrique, et que les conseillers diplomatiques n'ont pas voix au chapitre. Et je vous ferai un raccourci de l'histoire. En 1994, j'occupais déjà mes fonctions de délégué national. J'allais à l'Élysée où je rencontrais le conseiller Afrique du président Mitterrand, qui était Bruno Delay. Et lorsque nous parlions notamment du Tchad, et que je lui disais, mais enfin, on est en train de restructurer une armée tchadienne, et dès qu'un régiment est restructuré, Idriss Déby s'empresse de le déstructurer et de faire ses propres salades, le conseiller Delay m'avait répondu, oh tu sais, oui, tu es même presque en dessous des réalités. En réalité, le président Mitterrand n'a d'oreille que pour le général Queneau. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, François Hollande me semble avoir d'être très sensible aux conseils, aux suggestions
qui tendent à devenir des injonctions, mais ça je ne vais pas jusque-là, du général Puga. Et c'est ça qui est tragique. Et donc vous le voyez à travers en particulier ce qui se passe en République centrafricaine. Si vous voulez, moi je suis de ceux qui pensent que, par exemple, par rapport au Mali, il faut faire à chaque fois des analyses fines, parce que ce qui se passe au Mali, au Tchad ou en RCA, ce sont des choses très différentes. Même si, globalement, la France continue d'agir comme une des 5 puissances de l'ONU, etc., ayant droit de veto et tout ça. Si vous voulez, au Mali, c'est vrai qu'il y avait un risque de voir les intégristes, je préfère dire les intégristes que les djihadistes, parce que le djihad, ça veut dire quelque chose pour les musulmans, et je ne veux pas faire insulte à cette culture. Mais les intégristes, effectivement, étaient sur le point, d'une part, de s'imposer au niveau de l'État malien, et étaient très menaçants par rapport au Niger. Mais à ce moment-là, l'Afrique, elle est aussi devant ses responsabilités. Que fait l'armée algérienne? Que fait l'armée sud-africaine? Que fait l'armée angolaise? Que fait l'armée nigériane? Enfin, je veux dire, il y a des forces militaires en Afrique qui peuvent prendre en main ces problèmes-là. Elles ne l'ont pas fait. C'est vrai qu'au niveau de l'équilibre mondial, ce qui se passait au Mali nécessitait une intervention rapide. Pour le faire, il faut que les chefs d'État aient les coups de franche. Est-ce que la France elle-même permet, est-ce que ces chefs d'État-là puissent donner les instructions nécessaires? Écoutez, on ne va pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais Dioncounda Traoré a lui demandé l'intervention de la France. Je ne sais pas s'il avait demandé aux autres puissances africaines de le faire, hein, mais à un moment donné, il faudra bien que les puissances africaines, face notamment au rôle que jouent les intégristes dans plusieurs parties du continent, que ce soit sur toute la bande sahélienne, que ce soit au Nigeria, etc., qu'elles assument aussi véritablement la façon dont elles s'y prennent et ne se tournent pas délibérément vers d'autres puissances occidentales pour résoudre les problèmes. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, cette question-là soit tranchée. Et on a vu d'ailleurs que dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, la France a fait un petit peu ce qu'elle a voulu, en particulier bombarder une résidence présidentielle, c'est quelque chose d'insupportable, et je pense que ce n'est pas insupportable que pour les Ivoiriens, mais pour l'ensemble des Africains, et qu'ont-ils fait à ce moment-là? Ça pose, je crois, des responsabilités très fortes, et je suis de ceux qui pensent que de toute façon, ce n'est pas la France qui spontanément acceptera de se retirer. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est une des 5 puissances. On fonctionne au niveau de l'ONU sur l'ordre colonial de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce qui vous explique que ce soit ces 5 puissances qui aient le droit de veto. Et aujourd'hui, on continue de fonctionner sur ces principes. Et on parle beaucoup de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, mais je vois que cette réforme n'avance pas du tout et qu'elle n'avancera pas par le bon vouloir des puissances dominantes, mais qu'elle avancera par la volonté politique et les avancées politiques des forces qui émergent sur les différents continents du monde. Merci M. Guy Laberty, on vous a très bien compris. On va conclure cet entretien par une question qui nous tenait à cœur. Vous êtes membre du Parti Socialiste et le Parti Socialiste en France ici connaît beaucoup de déconvenues politiques. 2017, pour vous? Moi, si vous voulez, je suis sur de toute façon, je suis un homme de conviction. Je suis à gauche et je resterai à gauche jusqu'à mon dernier souffle. Ce que je constate, et c'est peut-être plus profond que comme réponse à votre question, je vous dirais qu'avec la mondialisation, les peuples, surtout dans le monde occidental et en Europe, ont de plus en plus l'impression que les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont peu d'influence sur le cours quotidien de leur vie. Et c'est là, je pense, qu'est le problème. Et aujourd'hui, si vous voulez, évidemment, en 2017, je ne souhaite pas le retour des forces libérales. Moi, je continue de faire une distinction entre la droite et la gauche, y compris dans mon pays. Mais ce que je constate, c'est que avec la mondialisation, les marges de manœuvre des politiques dans le monde occidental, en tout cas dans le monde européen, sont de plus en plus étroites. Et je constate, et c'est en ce sens-là que je dis aussi que l'Afrique est un continent d'avenir, parce que effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les tâches des hommes de gauche en Afrique sont pas les mêmes que celles des hommes de gauche en Europe. Et d'ailleurs, le président Gbagbo me disait lors d'un entretien il dit vous vous battez en France pour la défense de la sécurité sociale, alors que nous nous battons pour
mettre en place ce système de sécurité sociale. Vous voyez, et pourtant, nous sommes des gens de gauche des deux côtés, mais nos tâches sont différentes, et je dirais que c'est quand même quelque chose de très stimulant, et que la politique a peut-être aujourd'hui encore plus de sens dans des continents comme le continent africain qu'aujourd'hui sur notre continent européen. Merci M. Guy Laberty, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs de 20 News TV, nous recevions M. Guy Laberty, ancien délégué national à l'Afrique du Parti Socialiste. Merci pour votre sollicitude et je vous fais un grand coucou. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci.